Bonjour. Alors le groupe PSA envisage 2000 suppressions de postes d'ici 2017. Cette information a été révélée par la CGT. Alors ce sont des départs volontaires, dit la direction du groupe. Est-ce que vous demandez à l'État actionnaire au moins d'être vigilant ? Ce serait le minimum. Je rappelle quand même que PSA a touché 126 millions d'euros de CICE en 2 ans. On a apporté une garantie de 7 milliards d'euros pour le groupe à travers les garanties bancaires. Et puis ce groupe fait 1,2 milliard de profits en 2015. Alors si on n'est pas plus exigeant que ça avec un groupe qui a effectivement un avenir industriel important pour le pays, parce que j'étais au Salon de l'Automobile la semaine dernière, il y a des choses fantastiques qui se passent du point de vue de l'innovation dans le domaine de l'automobile, y compris écologique. Donc qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans ce dossier-là ? On a vu qu'il était capable, le gouvernement, de se déployer en matière industrielle sur des dossiers comme celui de Alstom sur le site de Belfort. Là, précisément, qu'est-ce que vous attendez ? Mais qu'il joue déjà son rôle d'actionnaire. Je rappelle que l'État, depuis le plan de sauvetage de PSA, est devenu actionnaire à égalité avec la famille Peugeot et avec un actionnaire chinois. Donc l'État a un rôle direct à jouer dans la gestion du groupe. Il faut donc qu'il intervienne et qu'il travaille à maintenir l'emploi. Parce qu'on a beau dire c'est des départs volontaires, c'est des retraits, des pré-retraites dans tel ou tel... C'est toujours des saignées industrielles à l'arrivée. Or, nous avons besoin d'emplois industriels et de savoir-faire dans notre pays. Vous pouvez reconnaître que c'est un groupe qui marche plutôt bien et c'était pas gagné au moment de la fermeture du site d'Aulnay. Mais c'est un groupe qui, effectivement, s'est redressé après une période extrêmement difficile. Mais ça ne peut justement pas se faire au détriment de l'emploi, parce que sinon l'avenir sera obéré. C'est le choix de la compétitivité. Oui, mais ce qui permet un avenir à nos entreprises industrielles, c'est la qualité de l'emploi, c'est la formation, c'est les savoir-faire, c'est la recherche qui reste ici. C'est comme ça qu'on assure un avenir industriel au pays. Un mot sur Florange. Hier, le président de la République s'est finalement rendu à Florange. Une visite plutôt en catimini, on va le dire comme ça, de la part du chef de l'État. Il y est allé pour dire qu'il avait tenu ses promesses. Ça va suffire à faire de Florange un succès ? Non, mais c'est incroyable, les déclarations du président de la République, parce que ce qu'il appelle tenir ses promesses, c'est quoi ? Ce site a perdu des centaines d'emplois. Le haut fourneau est fermé. On a maintenu une activité en déplaçant les emplois d'un autre site qui se trouve en Loire-Atlantique, le site de Bassindre. Donc en vérité, là encore, on a accepté en vérité un affaiblissement de nos capacités industrielles. On s'adapte, Pierre-Laurent, non ? Non, mais c'est pas qu'on s'adapte, c'est que la France a perdu 1,5 million d'emplois industriels. S'adapter, ce n'est pas accepter en permanence de reculer au plan industriel. Si nous voulons nous adapter, comme vous dites, au monde tel qu'il est, eh bien au contraire, on doit muscler nos capacités industrielles. C'est ce qui avait été fait avec une partie investissement voulue par le président de la République, accepté par Mittal pour rebasculer, on va dire, une partie de l'activité. Une toute petite partie des investissements promis ont été faits sur le site. Et là encore, on se trouve, par exemple, dans le domaine sidérurgique, on se trouve totalement dépendant d'un seul actionnaire qui est Mittal. On avait l'occasion, au moment de Florange, de reprendre la main publiquement sur une activité industrielle stratégique. Et on ne l'a pas fait. C'est un échec, Florange. C'est un échec du quinquennat, à vos yeux, Florange ? Oui, bien sûr, c'est une occasion manquée de reprendre la main sur un secteur industriel stratégique, la sidérurgie. Est-ce qu'il peut encore aller sur le terrain faire campagne, François Hollande, à votre avis ? Quand vous voyez la façon dont ça s'est passé hier ? Écoutez, on le voit de plus en plus mal. On se demande comment le président de la République ne parvient pas à se convaincre lui-même que sa candidature est de plus en plus impossible. Nous sommes dans une situation très inquiétante. Les sondages, ce qui s'est passé après la publication de ce livre, qu'est-ce qui la rend impossible en réalité ? Parce que les millions de gens de gauche, de femmes et d'hommes de gauche de ce pays attendent un candidat qui revienne avec un vrai projet de gauche après l'échec de son quinquennat. Pas quelqu'un qui vient nous expliquer tous les matins que ce qui s'est passé depuis 5 ans est formidable. Parce que si c'est cela qui prétend représenter la gauche, eh bien nous irons à une défaite cuisante. Et moi, je n'ai pas envie qu'on ouvre la porte à la droite et au Front National. J'écoute les programmes de droite, on les entend en ce moment avec la primaire, ça fait peur. Qui peut sauver la gauche ? Je crois que nous pouvons la sauver, nous, les communistes, Jean-Luc Mélenchon, les socialistes critiques, les écologistes, en s'unissant.
Je pense que si ces forces-là s'unissaient, eh bien, immédiatement, nous ouvrions un espoir dans une situation qui paraît aujourd'hui inquiétante pour tous ceux qui sont attachés à un avenir de progrès. Si Hollande n'y va pas, dans la minute, je suis candidat. Confidence signée Manuel Valls. L'hypothèse Manuel Valls, ce serait une chance pour la gauche ? Non, absolument pas. Il ne s'agit pas de remplacer François Hollande par un candidat qui a défendu exactement la même politique. C'est pas François Hollande seulement, c'est sa politique qui est en cause. Donc il faut construire un nouveau projet de gauche. Et nous y travaillons, d'autres forces y travaillent. Je viens d'écrire à ces différentes forces, à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Que nous nous mettions d'accord sur un programme et sur une candidature, ensemble. Et je pense que c'est possible. Vous y croyez sincèrement, vous faites ça parce que, bon, il faut le faire, mais vous croyez sincèrement que c'est jouable ? Jean-Luc Mélenchon, il est en campagne. Oui. Il est déjà parti, il est déjà lancé, il est crédité de 15% d'intention de vote. Pourquoi ne pas faire cause commune derrière lui, avec lui ? J'espère qu'il va accepter ma proposition de rencontre, donc nous allons nous rencontrer. Il a travaillé avec la France Insoumise, nous avons travaillé avec la consultation citoyenne que nous avons menée dans le pays. Nous avons donc maintenant, ensemble, beaucoup de propositions communes. Il y a des points qui nous séparent, mais il y a beaucoup de propositions communes. Et nous en avons aussi avec d'autres forces. Donc moi, je vais poursuivre cet effort-là. On me dit depuis des mois, c'est trop tard, mais tout le monde est en train de se rendre compte, en écoutant la droite, que les alertes que je lance depuis des mois face au danger du Front National et de la droite, c'est pas de la rigolade. Donc face à ce danger-là, eh bien, ce devoir de rassemblement, il est devant nous. Sinon quoi ? Sinon, vous irez à la primaire, sinon, nous allons en parler le 5 novembre, mais je pense que ces efforts-là n'ont pas fini de payer. Merci beaucoup. Merci Pierre Laurent, c'est à vous, William. Merci beaucoup. À demain.